c'est assez rigolo. J'avais repris Michel Barnier qui nous expliquait lors des inondations dans le Var, il nous expliquait que la température de Marseille va monter jusqu'à celle de Séville et de Lille, celle de Bilbao. J'ai tout de suite tapé sur Google, je me suis dit non, quand même, il fait un peu plus chaud quand même dans le sud. Et j'ai vu qu'il y avait une différence de 5-6 degrés. Donc le GIEC, lui, est allé à 1,5, c'est tout, ils sont arrêtés. Mais Barnier, il appuie encore, il ment, effrontément, comme un Premier ministre. Et il nous dit qu'on va arriver à la température de Séville, alors que Séville, il y a une différence de 5-6 degrés. Donc c'est 4 fois la prévision du GIEC. Donc ça n'a ni queue ni tête ce qu'ils font. Ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent qu'à Séville, il y a 700 000 personnes qui vivent très bien. Ils ne sont pas morts. On est d'accord, ils ne sont pas morts. Donc quand on dit oui, à Marseille, ça va être comme Séville, ok, oui, mais oui, après, donc même au sud de Séville, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, ils ne sont pas morts non plus. Donc c'est quoi cette façon de faire? C'est pas scientifique, c'est anxiogène, c'est mensonger. Donc c'est des usines à fake news. Ils mentent tous les jours. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Salim Labi que je vais recevoir dans quelques instants. Mais avant tout, je voulais vous demander pour ceux qui peuvent nous soutenir de nous retrouver en kiosque. Nexus est un magazine sans publicité et indépendant. Et on compte sur vous pour nous soutenir afin de vous proposer des contenus en accès libre. Bonjour Salim. Bonjour Marc. Merci d'être venu dans nos bureaux pour parler de ton nouvel ouvrage que je vais montrer ici, dont la couverture est formidable. Voilà, on dirait GTA. Et finalement, c'est le monde dans lequel on est. Tu as fait un ouvrage sur la terreur climatique. Tu vas nous en dire un peu plus, donc aux éditions Fiat Lux. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet-là ? Parce que tout simplement, je crois qu'il s'impose à nous au quotidien, dans chaque bulletin météo, dans chaque, je sais pas, enfin n'importe où. C'est spectaculaire. J'ai l'impression que c'est pire que le Covid en fait. Là, j'ai pris le train. Il y a un truc sur, il y a des affiches sur le train, des transports décarbonés, etc. L'électricité, le prix de l'électricité, on est en train de parler, le gouvernement Barnier voulait quadrupler la taxe, c'est pour financer les éoliennes. Donc il faut le savoir ça. Donc on veut nous imposer avec les ZFE, les zones de faible émission dans les centres-villes. Il y a plus de 40 centres urbains comme ça, où les véhicules de moins de 2012 ne pourront plus circuler. Donc c'est pas mon cas, mais il y a des centaines de milliers de Français qui ne pourront plus aller au centre-ville avec leurs véhicules, qui roulent très bien, qui sont en très bon état, mais ils ne peuvent plus, etc., etc. Enfin, c'est quotidien. On ressent quand même cette éco-anxiété, les gens se plaignent. Il y a des adultes qui se stérilisent, les vasectomies se multiplient parce qu'ils ont peur de vivre. Ah ouais. Oui, il y a eu des reportages à la télé. C'est radical, mais ils veulent plus. Mais qui veut faire des enfants dans un monde pareil, où des virus, en plus, ils ont réussi quand même, parce que je parle beaucoup de ça dans mon livre, concernant le covidisme. Et en fait, ils ont fait le lien, puisqu'ils se disent, quand Gavi vient de publier des articles en expliquant qu'il faut absolument vacciner le maximum de personnes pour combattre le réchauffement climatique avec des trucs fallacieux, comme par exemple, le réchauffement climatique va augmenter le nombre de bactéries, de virus, etc. Donc on va tous mourir. Donc je ne sais pas il faut s'en rendre compte. Il y a 11 millions d'hypocondriaques en France. Leur tenir ce type de discours est totalement irresponsable. Mais c'est hyper anxiogène. Les enfants vont très mal. Et quand on leur demande pourquoi, ils parlent aussi du climatisme. Donc, à un moment donné, ça suffit, quoi. Enfin, déjà, c'est pas... On l'a vu dernièrement avec la pub Covid-grippe. Ils ont ramené 2 gars en noir dans un ascenseur qui bloquent un adulte, une femme enceinte, une personne âgée. On ne fait pas des trucs comme ça. Enfin, on pousse pas, on terrorise pas les gens pour les pousser à avoir le comportement souhaitable. D'abord, c'est interdit en médecine. C'est vrai que toi, on va le rappeler, toi, tu es médecin, tu es dentiste. Je suis chirurgien dentiste. Ouais. Chirurgien dentiste. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tous ces sujets ? On pourrait croire que tu pourrais mener ta vie tranquille. Sans te prendre la tête. Je pense qu'on peut vivre convenablement en tant que médecin encore aujourd'hui en France. Et pourquoi est-ce que tu es allé sur des terrains aussi compliqués de l'information ? Ça fait des années que tu fais ça.
Parce qu'on peut pas laisser faire ce chaos, ce mensonge. Enfin, c'est insupportable. D'abord parce que ça nous concerne, ça nous impacte immédiatement. Je commençais à tout ça en 2006-2007. Ça date. Et ouais, ça fait presque 20 ans. Et j'étais tombé sur les livres par exemple, de l'Empire des dettes de William Bonner, qui parlait des subprimes. Et je me suis intéressé du coup à l'économie, et ça m'a ouvert un monde fou, c'est à ce moment-là où j'ai compris que en fait, plus personne ne comprenait rien à ce qui se passe, tout le monde fait semblant, et parce que tout le monde, les gens qui passent à la télé ont des beaux costards, des belles cravates, ils parlent correct, ça va, ils alignent des sujets verbes compléments, mais en fait, ils ne comprennent rien. D'ailleurs, cette crise des subprimes à l'époque, j'avais lu plusieurs livres, notamment celui de Jean Montaldo, où ils avaient fait très intéressants des sondages sur les mecs de la finance, quoi, les traders et compagnie, et ils leur demandaient est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils vendaient. La plupart ne comprenaient absolument pas, en fait. Ce qu'ils voulaient, c'était vendre D'ailleurs, c'est pour ça, les subprimes, c'est la titrisation des junk bonds, des trucs hyper risqués avec des bons trucs, ça a tout mélangé, ça a mis en danger le système entier. Mais ils s'en foutent, en fait. Eux, leur but, c'est de faire du pognon, pour passer le week-end avec des prostituées de luxe et des rails de coke. Et c'est ça le système. C'est hyper violent. C'est le chaos total. Après, je me suis intéressé à la santé. J'avais dénoncé à l'époque le Mediator, par exemple, où j'avais expliqué que c'est pas possible. Enfin, il y a un problème avec ce truc. Même Irène Frachon m'avait cité dans son livre parce qu'elle avait retrouvé ma vidéo. À l'époque, je faisais des vidéos sans me montrer mon visage, c'était que des audios. Et là aussi, j'ai découvert Big Pharma. J'ai découvert les mensonges, la junk science, les articles frauduleux, la corruption monumentale dans des labos, Tu n'avais pas perçu ça déjà en tant que médecin ? La mainmise des labos sur la médecine? Non, franchement, moi je suis pas médecin, donc je suis chirurgien dentiste. On est très peu. Moi, quand je prescris des médicaments, d'abord, j'aime pas trop ça. J'en prescris vraiment quand il le faut. Moi, c'est maximum antibiotiques, antalgiques, anti-inflammatoires. Donc, on est protégé. On a vraiment cette chance d'être protégé par le fait que nous ne sommes pas des gros prescripteurs. Alors que les médecins, les pauvres, ils sont harcelés par les VRP, par les visiteurs médicaux. Donc nous, ça va. Nous, on y a échappé. Non, ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais j'ai découvert les fausses études scientifiques, le scandale c'est extraordinaire, en Australie, où il y a le plus grand éditeur de médecine qui va te publier une revue totalement falsifiée. Une revue faisant la promotion de Merck, des médicaments de Merck, notamment, je crois que c'était les biphosphonates à l'époque, et il n'y avait aucun article, ça n'existait pas. C'était des articles falsifiés, c'est Elsevier qui fait ça, le plus grand éditeur mondial de littérature médicale. Donc, après là, tu te dis, ouais, ok, c'est la jungle, c'est des voyous. Ils sont capables de tout. Et c'est exactement les mêmes qui s'occupent du climat aujourd'hui. D'où d'ailleurs Tu as vu pendant le Covid le Lancet Gate. Pareil. Pareil. Le Lancet Gate. En fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, le jour même, non, le lendemain, le Lancet Gate, c'était le 20. Moi, le 21, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué que cet article est frauduleux parce que c'est pas possible. Mécaniquement, il y a 90 000 dossiers de différentes nations différentes avec différentes langues. Tu ne peux pas faire un dossier, c'est nom, prénom, date de naissance, poids, etc. Plus les analyses biologiques, la température, le truc, le bidule. Parce que toi, tu sais analyser les études. C'est énorme là, les données là. C'était trop. Il faut les rentrer. Il faut 90 000. Il y a différents types de logiciels. Ouais. C'est infaisable. Il faut 20 ingénieurs informatiques pendant 2-3 ans. Et j'avais fait le lien avec Darkwater, le film, sur le téflon qui tue. En fait, c'est les fabricants de Tefal. C'est un composé hyper toxique, hyper cancérigène qui a tué tous les gens qui fabriquaient le truc dans les zones aux États-Unis. Il y a eu un procès. Et ils ont étudié, je crois, 30 000 dossiers. Et ils ont mis 7-8 ans pour avoir le résultat qui était accablant. Hein. Okay. Et là, c'est 3 fois plus, et ils ont mis 3 mois. Ouais. Alors que qui finance personne, puisqu'il n'y a pas de brevet à la sortie du Lancet Gate. C'est juste pour dire que l'hydroxychloroquine, c'est cacaboudin. Donc, c'est juste ridicule. Donc, j'ai dit, c'est
factuellement pas possible. On connaît la suite. Quelques jours après, rétracté. Voilà. Et c'est vrai qu'on retrouve ces mêmes méthodes, et ça, t'en parles dans ton livre. Je remonte à la couverture, moi, que je trouve extrêmement marquante, et qui résume vraiment on a le fameux Klaus Schwab, avec le forum de Davos, la Greta Thunberg, le fameux Bill Gates, qui est toujours là, hein, que ce soit le climat, le Covid, l'Afrique, les vaccins, et puis ces éoliennes, ces champs d'éoliennes, dont on sait que c'est une catastrophe écologique. Qu'est-ce que tu as découvert à travers ton travail? Et pour ceux qui voudraient lire cet ouvrage, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Déjà, je pense que c'est hyper important, deux sujets importants, c'est que la technique de terrorisme médiatique des populations est calquée sur celle qui a été utilisée pour le Covid. Vraiment, hein, toute la stratégie est la même. Hein, la diabolisation de toute parole contradictoire, avec les termes, des nouveaux termes, hein, covidosceptique, climato-sceptique, c'est tout pareil, tout pareil. Les key opinion leaders qui vont venir sur les plateaux télé, toujours les mêmes. T'as les influenceurs, les fameux, comme les médecins de plateau qu'on a vus. Ça, c'est Big Pharma, ça vient de Big Pharma. Ouais. Ils l'ont utilisé, c'est toujours la même technique, toujours. Donc le terrorisme, hein, on terrorise, on parle de consensus scientifique, c'est un des sous-titres d'un des chapitres du livre, donc ça c'est une fumisterie, il n'y a pas de consensus, comme il n'y avait pas de consensus pour le Covid, avec l'appel de Grid Barrington, il n'y a pas de consensus sur le climat, il y a des dizaines de milliers de scientifiques du climat, des sciences de la Terre, qui disent l'inverse, on veut tu en voilà, les en France, les prix Nobel. On a des gens en France qui ont des scientifiques qui se sont opposés aux conclusions du GIEC. Oui, je les cite, c'est des livres, ils ont écrit des livres. D'ailleurs, il y en a un, je crois que c'est François Gervais, qui est passé sur Sud Radio, et Sud Radio a été réprimandé par l'Arcom. Parce que là aussi, il y a quand même une autorité, c'est une doxa. Il y a la charte du service public qui interdit, tout le service public français s'interdit la critique des rapports du GIEC. Pourtant, au nom du pluralisme, on serait censé être libre de critiquer ces rapports du GIEC. C'est la moindre des choses. Mais c'est inconcevable. C'est grave, c'est très grave. Ça s'appelle la doxa. Pour moi, ça s'appelle les soviets. Hein. On donne le la en haut et tout le monde doit jouer sur du 440. Sinon, ça finit en tôle. Alors, peut-être pas en tôle en France, mais au chômage, à l'index, ridiculisé. Vous vous souvenez quand même de Jean-Paul Hamon qui disait il faut sortir la boîte à claques, donc il fallait frapper, donc on appelle à la violence. Voilà, on en est là. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de le comprendre. Après, on comprend très vite le manège. On comprend très vite comment ça fonctionne. Ensuite, ça aussi, il faut le comprendre, c'est un culte, c'est une secte. C'est vraiment une secte. Ceux qui sont tombés là-dedans, ils sont dans un délire sectaire, et je le démontre avec les outils de la Mivilude. Je prends les outils de la Mivilude pour définir la secte, c'est le dernier chapitre, et je dis, voilà, regardez, ceux qui disent ça, et je démontre comment ça fonctionne. D'ailleurs, ils ont leur temple, ils ont leur rapport annuel, leur Bible, ils ont leur prophète, ils ont leur rituel. Leur rituel, leur boule de cristal, comment on appelle ça, les prévisions, les modèles, les Madame Soleil. Ouais. Alors, ils nous disent il va y avoir tant de degrés de plus. D'ailleurs, pour mesurer la température de la Terre, c'est un véritable défi dont personne ne parle. C'est impossible, ça n'a aucun sens déjà, parce que la planète Terre, elle est immense. Ça aussi, c'est quand on nous dit il reste tant d'animaux sur Terre. C'est impossible à savoir. On ne peut pas dire sur Terre, il y a tant d'arbres c'est pas possible. On ne peut pas, c'est des chiffres. C'est des estimations. Et d'ailleurs, on va revenir au Covid, même si je vais vous embêter avec cette histoire, mais c'est exactement les mêmes modélisations mathématiques utilisées pour le covidisme que pour le climatisme. Pour savoir quel est le climat. D'ailleurs, je reprends une page du rapport de 900 pages du GIEC, le 6, dans lequel il est écrit texto noir sur blanc que le modèle climatique, on ne peut pas faire de prévision parce que c'est un modèle chaotique non linéaire.
Ça veut tout dire. Ça veut voilà. Normalement, la discussion s'arrête là. On rentre à la maison et on s'affaire à autre chose. Au moins, ils ont l'honnêteté de l'écrire. Par contre, écrit. Ceux qui le reprennent ne le mentionnent pas. Non, mais après, oui, non, mais même les journalistes. Même le rapport du GIEC, il va quand même faire une prédiction. Ah, il se contredit lui-même. Ah oui, tout de suite, il va te dire, oui, mais si on fait rien, 2030, 1,5, 1,5 degré. Ouais, mais mon ami, tu viens de dire que c'était pas possible de prévoir, de prédire, puisque c'était chaotique non linéaire. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Ben, il y a trop de paramètres. Il doit y avoir 100, 200 paramètres différents qui influent le climat. Et chaque paramètre est lié avec les autres. Donc, si je bouge celui-là, tous les autres bougent, qui vont faire bouger les autres. Donc, c'est injouable. Et statistiquement, les ordinateurs les plus sophistiqués, d'ailleurs, je suis sûr qu'avec des giga-ordinateurs, là, les supercalculateurs, on pourrait faire quelque chose de... Mais ça va nous donner quoi au final? Ça va nous donner 400 000 possibilités. Laquelle choisir? Ça n'a aucun sens. Donc... Toi, tu penses qu'ils choisissent celle qui les arrange, c'est-à-dire la plus anxiogène? Ben oui. On agit encore comme pendant le Covid, par la terreur. Bien sûr. On va pousser les populations à agir comme on veut. Bien sûr. D'ailleurs, c'est assez rigolo. J'avais repris Michel Barnier qui nous expliquait lors des inondations dans le Var, il nous expliquait que la température de Marseille va monter jusqu'à celle de Séville et de Lille, celle de Bilbao. J'ai tout de suite tapé sur Google, je me suis dit non, quand même, il fait un peu plus chaud quand même dans le sud. Et j'ai vu qu'il y avait une différence de 5-6 degrés. Donc le GIEC, lui, est allé à 1,5, c'est tout, ils sont arrêtés. Mais Barnier, il appuie encore, il ment, effrontément, comme un Premier ministre. Et il nous dit qu'on va arriver à la température de Séville, alors que Séville a une différence de 5-6 degrés. Donc c'est 4 fois la prévision du GIEC. Donc ça n'a ni queue ni tête ce qu'ils font. Ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent qu'à Séville, il y a 700 000 personnes qui vivent très bien. Ils ne sont pas morts. On est d'accord, ils ne sont pas morts. Donc quand on dit oui, à Marseille, ça va être comme Séville, ok, oui, mais oui, après, donc même au sud de Séville, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, ils ne sont pas morts non plus. Donc, c'est quoi cette façon de faire? C'est pas scientifique, c'est anxiogène, c'est mensonger. Donc c'est des usines à fake news, ils mentent tous les jours. Tu penses que ça pourrait être les prémices d'un nouvel ordre mondial, d'une gouvernance mondiale qui viendrait au-dessus des nations et des institutions mondiales pour justement contrôler les émissions de gaz à effet de serre avec un passe carbone, pour contrôler aussi, je pense à la géo-ingénierie. On commence à en parler. Je voulais savoir aussi ce que tu en pensais là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas face à un dérèglement climatique qui serait une conséquence de l'usage de ces géo-ingénieries? Parce que dans certains pays, c'est officiel. En Chine, en Russie, au Maroc. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Enfin, là moi bon, déjà, je vais répondre en deux parties, puisque tu as parlé de gouvernance mondiale. Bon, dans la couve du livre, on voit que dans la première de couve, on voit le passe carbone. Donc, je crois que tout le monde l'a compris. Je viens, en arrivant là, sur Boulogne, je suis allé manger et il y a un type qui a payé avec son téléphone portable, un jeune. Ouais, c'est la mode. Catastrophe. Là, j'ai reçu les documents, la carte vitale est en train d'être dématérialisée. Et ainsi de suite. On avait les QR codes pour le pass sanitaire dans nos téléphones. On a eu le QR code, etc. Je crois que c'est clair. Ils sont en train de le faire. Et c'est leur rêve. C'est les villes de 15 minutes de contrôle avec les QR codes. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, très grave. Et ils le disent. D'ailleurs, ça va aller tellement plus loin qu'on l'a vu dans des Davos, dans des conférences à Davos, il y a des grands patrons d'Amazon et compagnie qui travaillent sur l'empreinte carbone. Ça aussi, c'est les néologismes stupides du climatisme. Donc l'empreinte carbone, donc vous ne pourrez plus acheter après une certaine quantité, un quota de carbone. Il faut le savoir. Alors l'avion, vous oubliez.
Vos parents habitent à 5000 bornes, à vélo, hein, débrouillez-vous. Donc, mais l'avion, je pense que ça va être 2 par an. Pour les riches, à vie. On pourra acheter des quotas aussi. C'est ce que d'ailleurs, avec les échanges carbone entre les États. Les riches, ils sont en jet privé. Je l'ai montré, il y a un petit chapitre, enfin, c'est pas un chapitre, mais plusieurs pages, sur l'escroquerie des riches, avec leur manoir, le Xanadu de Seattle de Bill Gates, avec le sable qu'il ramène de Sainte-Lucie. C'est-à-dire, il envoie une barge chaque année, Bill Gates, pour son manoir Xanadu 2.0 à Seattle, dans l'État de Washington, donc la côte ouest au nord vers le Canada. Il a une petite plage magnifique. Bon, il a 24 salles de bain, 7 chambres. Enfin, c'est immense. Ils sont deux à officiel, habiter ça, dedans. on le sait. Ah, c'est officiel, c'est écrit partout, ça. Hein, Okay. Donc, il a une petite plage. Mais c'est pas le sable fin, sable doré à la Hammamat. Voilà. Donc il se ramène une barge de sable. Donc il envoie la barge qui traverse tout le Pacifique là, jusqu'au canal de Panama. Il traverse le canal de Panama, il rajoute 1000 km pour aller jusqu'à Sainte-Lucie. Il remplit sa barge de sable et il remonte. C'est énorme. Et c'est monstrueux. C'est le contraste entre ce que ce bonhomme nous assène du matin au soir et cette info qui a l'air anecdotique, mais qui veut tout dire. Ah non, mais alors là, pour le coup, c'est pas une empreinte climat. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. C'est plus une empreinte carbone, là. C'est un caprice de riche. C'est du sable, c'est des tonnes de sable. Et voilà, alors je parle même pas des jets privés, les yachts. Les yachts. C'est vrai, hein, quand ils vont faire leur forum à Davos, etc., on le voit. Hein. Non, mais à Davos, c'était magnifique. Parce qu'ils arrivent en jet privé, après ils prennent des bus électriques. Tu l'as vu, ça? C'est magique. C'est extraordinaire. Ah oui. C'est la compensation carbone. Voilà, empreinte carbone. Ou sinon, elle vient à vélo et tout. En fait, c'est un jeu vidéo. C'est peut-être pour ça que tu as fait la coupe de GTA. Hein. Ah oui, mais franchement, c'est une mafia et c'est un cirque en même temps. C'est vraiment un cirque. Et moi, j'adore le verre. Te mettre du verre, quoi. La voiture électrique, on va te mettre un truc sur les charges et tout, vert. Pourquoi? Parce que c'est la nature. Alors que moi, il y a un chapitre entier, je pense qu'il est central dans le livre, c'est la voiture électrique. Toute la construction du délire de la voiture électrique est catastrophique. Ça, c'est important, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous redire, on le sait un peu, mais c'est important quand même de rappeler cette mascarade. On veut faire passer tout le monde à l'électrique. Mais est-ce que c'est écologique? Pas du tout. Elle est pire que la voiture thermique. Parce qu'une voiture électrique, ça dure 10 ans. Une voiture thermique, 30-40 ans, tranquille. OK? Déjà, à la base, ça, c'est pour moi hyper important. Parce que quand tu arrives au bout de... Et encore 10 ans, on est gentil. On ne connaît pas encore très bien les trucs. Parce on arrive là sur des premiers fins de cycle. Mais quand ta voiture, ta batterie, elle a perdu son autonomie. Les premières voitures, elles étaient à 300 bornes. Donc au bout de 7-8 ans, elle n'est plus qu'à 200 bornes. Ça ne vaut plus rien. Hein. Ça ne vaut plus rien. Et du coup, là, maintenant... On va savoir ce que ça vaut réellement. Et si je dois changer de véhicule tous les 10 ans, alors est-ce que vous savez par exemple, là on nous parle du tout électrique 2035, tout ça, bon, d'ailleurs l'Angleterre a reculé, hein, ça y est, il y a Northvolt. C'est vrai que l'Union européenne voudrait qu'en 2035, il n'y ait plus de voitures thermiques. Il n'y a plus de voitures thermiques en 2035. Il nous reste 10 ans. Ce qui est impossible à faire, hein, techniquement, puisqu'il y a Northvolt qui a fait faillite en Suède. C'est quoi Northvolt? C'est une des plus grandes gigafactories de batteries qui a... Et ça aussi, Non mais les amis, il faut vraiment se réveiller parce que c'est très grave. Hein. C'est la plus grande escroquerie de pognon de tous les temps. Parce qu'il y a des gens qui pleurent encore sur le Covid et les 70 milliards de vaccins. Là, c'est des dizaines de milliers de milliards. Northvolt, c'est 15 milliards d'investissements levés pour cette usine, au bout de quelques années, faillite. Alors qu'elle a le monopole de beaucoup de constructeurs, qui sont d'ailleurs tous en grande difficulté. On a commencé par Volkswagen, maintenant c'est Nissan, il y a Stellantis. Ouais. Ils sont tous, tout le virage de l'électrique a mis en difficulté. Il y a Nissan, là, les chiffres sont tombés hier ou avant-hier, qui va être, il y a Honda qui va rentrer dans le truc. Enfin, rien ne va. Et ça, il faut le dire. Si on passe par exemple... Hein, est-ce que vous savez qu'il faut 100 milliards pour... Imaginez, on a un parc automobile 35 millions. On enlève les 35 millions thermiques, on met 35 millions électriques. Il n'y a pas le jus pour remplir les non, il faut refaire des centrales nucléaires. Il n'y a pas. OK?
Mais pour faire des centrales, il faut doubler les centrales. C'est-à-dire, nous, on a la quantité d'énergie. C'est une centrale par million. Il faut 35 centrales. Mais il faut le parc actuel, il faut doubler. On en a à peu près 50, ouais. 50, il faut doubler. On en a 54, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et avec la nouvelle, celle qu'ils ont fermée. Bon, allez, 60-70% en plus. Il faut autant. Parce que ça va, en fait, c'est du pétrole. Donc cette énergie, il faut la créer, on ne l'a pas. Les bornes n'existent pas. Je mets 35 millions de véhicules électriques. Là, si tu veux charger ton véhicule, tu vas attendre 10-12 heures. Parce qu'il va y avoir une queue de 300 véhicules. Alors maintenant, il y a les charges rapides. Non, il y en a très peu des charges rapides. La grande majorité, c'est connu, hein, il y a les chiffres, la grande majorité, c'est des charges normales. Pire encore, très souvent en panne. Il y a même une loi qui a dû être passée pour avertir les gens, parce qu'il y a des gens qui font des détours de 20 km pour aller à la charge, ils la trouvent en panne, il a perdu 40 km. Ouais. Là, il tombe en panne. Là, il avait déjà pas grand-chose dans son véhicule. Et on ne peut pas prendre le bidon pour aller remplir un litre. Non. Donc, il faut... et quand tu as un véhicule en panne dans la cambrousse, ça passe, on peut appeler la dépanneuse. Mais si tu as 800 véhicules, il n'y a pas 800 dépanneuses. Et c'est tout le temps le même problème. Autre chose, un truc tout bête, tout con. D'abord, il faut le savoir, parce que ça aussi, c'est hyper important pour les gens qui veulent faire ce choix. J'achète pas. Vous le saviez peut-être pas, mais il faut surtout pas croire l'autonomie du constructeur. Il faut être complètement stupide. Hein. C'est théorique. Il faut diviser presque par deux. Par deux, exactement. Parce que tu charges, parce que déjà le véhicule électrique à vide, il pèse... allez... Ouais. Citadine, c'est 300 kg de batterie. Un SUV, c'est 450-500 kg de batterie. C'est 6 personnes, c'est 6 adultes. C'est comme si tu roulais avec 6 adultes à vide. Tout le temps, à vide. Donc déjà, tu es hyper chargé. Ton véhicule, déjà, il est... Alors, si tu rajoutes l'hiver, tu montes au ski, tu as le vent contre toi. Dénivelé, le vent. De toute façon, on le voit avec les appareils électroniques. Le téléphone, ils disent que ça peut durer 20 heures. Au bout de 8 heures, il est déjà... Sauf que le téléphone, on s'en fout. Parce qu'on peut s'en... Mais quand on travaille, quand on transporte, quand on est, je sais pas, moi, les enfants. Je suis bloqué sur l'autoroute en plein hiver avec des gosses. On fait comment ? On met en danger les gens. Autre paramètre assez violent d'ailleurs, très, très inquiétant, les incendies de véhicules électriques. Alors ça, oui, c'est vrai que c'est des batteries au lithium, c'est extrêmement inflammable. Ah ben ça, c'est un bas. Un choc, je me suis toujours demandé en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, autre chose, bon ça a pas à voir avec la batterie directement, mais il y a eu 4 Canadiens qui sont morts dans leur Tesla il y a quelques semaines, brûlés vifs. Parce que après un accident, leur portière était verrouillée électroniquement. Oui. On ne peut pas les ouvrir dans l'intérieur sans que la voiture soit allumée. Oui. Ça c'est la plus grande. C'est la base élémentaire de la logique. Et c'est vrai qu'on voit que les nouveaux véhicules ne remplissent même pas les conditions de sécurité. Oui. Et effectivement, en cas de choc, comment ces batteries, on assure qu'elles soient voilà. Il n'y a aucune sécurité. Elles prennent feu et ça ne s'éteint pas jusqu'à la fin du combustible. On l'a vu avec le Fremantle Highway, le bateau hollandais avec des milliers de véhicules électriques qui étaient en partance. Ça passait par l'Égypte et ça devait aller plus loin, je crois, en Shanghai. Eh bien, ça a brûlé pendant des semaines. On ne peut pas l'éteindre, c'est impossible. Ils ont pris des véhicules électriques en feu, ils les ont jetés dans des conteneurs d'eau. Ça calme le feu. Quand on leur enlève, ils redémarrent le feu. Donc, et il y a des graves problèmes. Il y a beaucoup de... Je ne sais plus si c'est en Angleterre ou en Hollande qui veulent interdire les véhicules électriques dans les parkings des centres commerciaux. Parce que si le véhicule prend feu, il y a un autre véhicule électrique, je te garantis que ça va... En fait, c'est des soudeuses. Le feu, il est très violent. Ça souffle. Et si tu le gares à côté d'un poteau... je te garantis que le poteau, au bout de 12 heures de soudeuse, il brûle le béton, même le métal. Donc tu peux faire effondrer une partie de la... ça c'est l'aspect sécurité. Mais l'aspect production énergétique, c'est vrai que les personnes n'en parlent. Quand on vous vend les véhicules électriques ou quand on fait la promotion pour le soi-disant pour le climat, l'environnement, la planète, mais en fait c'est tout le contraire. On a un parc automobile existant. Pourquoi ne pas faire avec l'existant ? On va apporter une réponse productiviste à un problème productiviste. Alors que finalement, recycler et réduire la consommation serait la première des choses à faire. Là, on va inciter les gens à produire, consommer. Oui, mais c'est le modèle.
on est dans un modèle productiviste consumériste, on est ajoutant à cela le criminel modèle de l'obsolescence programmée. Ben, qu'est-ce qu'il nous a, il nous reste quoi? On l'a vu, c'est le modèle moderne, occidental, imposé à la planète entière, qui est criminel. Voilà. C'est ça qui tue la planète, qui pollue la planète. Et là, pour le coup, on voit la pollution. On voit les océans de plastique au milieu de l'Atlantique et du Pacifique. On voit le plastique dans le ventre des poissons, des oiseaux, et après en microparticules dans le sang des humains. Il paraît qu'on consomme à peu près une carte bleue par semaine de plastique. Un être humain en moyenne, ce qui est terrible. Ça, c'est un vrai sujet de biodiversité et d'environnement. Ben oui, c'est cancérigène, c'est hyper grave, tout le monde s'en fout, et on nous parle de 1 degré de température augmentée, et alors que, ça n'a... En plus, il y a tout un chapitre sur les mensonges des climatistes. Il y a un autre chapitre sur le mensonge, la gouvernance par le mensonge. Mais le mensonge des climatistes, il y a des merveilles. Hein. On va tous mourir. Dans les années 70, quand ça avait commencé avec Maurice Strong, qui était un très bon pote de Klaus Schwab, ça a commencé direct. Oui, si on ne fait rien, dans 20 ans, l'eau va monter de 6 mètres. J'ai retrouvé des vidéos d'archives quand même. Bien, avec le recul. Mais il y a que ça. C'est risible. C'est risible. 90, ça fait 20. On est 25 ans plus tard. Le trou dans la couche d'ozone aussi. On est 35. Oui, le trou de la couche. Oui, je me rappelle du trou de la couche d'ozone. Ça me faisait peur parce qu'on se disait qu'il y aurait plus de cancer, il n'y avait plus la couche protectrice, etc. Que c'était un trou qui s'élargissait, et que du jour au lendemain. On n'en parle plus. Plus personne n'en parle. Comme le Covid. La guerre en Ukraine a remplacé, on n'en parle plus. Le virus a disparu. C'est comme la stratégie Covid-0 en Chine. Zéro Covid. Dès qu'ils ont vu les matchs, il y avait eu, je crois, la Coupe d'Europe, dès que les Chinois ont vu les stades européens avec 80 000 spectateurs sans masque, il y a des manifs qui ont commencé en Chine, et le lendemain, le zéro Covid s'est arrêté. Ils ont commencé à vivre normalement. On a presque l'impression que c'est une dissociation psychologique, il y a une schizophrénie. Du jour au lendemain, on passe à autre chose. Les gens oublient en plus, la population, le contraste de ce qu'on vient de vivre. Et la vie normale reprend jusqu'à la prochaine arnaque. Je ne suis pas sûr qu'ils oublient. Je pense qu'ils sont traumatisés. Je pense qu'ils continuent de vivre parce qu'il faut continuer. Mais je pense que le système est en train de tirer sur la corde, que celle-ci s'effiloche. Et que, j'ai envie de dire, c'est pas une corde, c'est un élastique, une corde à sauter là, du sol élastique, ça va leur revenir à la figure et ça va très très mal finir. J'ai vu une dernière interview, il y a Barnier qui voulait faire diminuer les dépenses, il voulait demander au Premier ministre, aux ex-présidents de diminuer leurs dépenses, les chauffeurs, la sécurité, etc. Et Elisabeth Borne a dit sur France 3 qu'elle ne souhaitait pas abandonner sa sécurité, son véhicule, parce qu'elle se sentait en danger, parce qu'elle a fait voter des lois impopulaires, à coup de 49.3. Ils se rendent compte qu'ils sont... Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien où ils vont. Ils se sont mis en danger, ils sont haïs par la population, et ils savent que ça va s'arrêter un jour, mais pourquoi ils continuent à le faire, ça c'est un mystère. Moi je pense qu'il y a du... Il y a du chantage, il y a des dossiers, il y a du Epstein derrière, il y a du compromat, il y a bon, ils sont tenus de multiples façons. Oui. Il y a différentes raisons qui font que... Mais quand j'ai entendu ça, je me dis, oh, ça c'est un aveu. Ouais. C'est un aveu, elle sait très bien ce qu'elle fait, et elle a détruit la vie des Français en faisant passer des lois qui n'étaient pas souhaitables, contre la volonté des Français, et maintenant elle a besoin de l'argent des Français pour s'assurer sa protection contre ces mêmes Français. C'est quand même délirant. Et pourtant, c'est ce qu'elle pense. Alors, revenons à cette histoire de géo-ingénierie, parce que moi, je pense que c'est un nœud central de ce que l'on vit, puisque les gens constatent que le climat est déréglé. Ça, au moins, on peut tous constater. Oui. Qu'avant, c'était beaucoup plus lisse et progressif. Les saisons, le passage entre les saisons, en tout cas, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup plus progressif. Et là, on voit des ruptures brutales. Il y a 2 semaines, il neigeait à Paris. Oui. On passe de moins 1, moins 2 à plus 15, ou même plus 18.
Donc 20 degrés d'écart en quelques jours. Ouais, c'est pareil à Marseille. Hein. On voit ce qui s'est passé en Espagne, des phénomènes. Bon, il y a des choses, il y a des choses sûrement au niveau des digues qui s'expliquent, au niveau des installations. Mais il y a l'artificialisation des sols, effectivement, qui explique que les sols ne peuvent plus éponger ce qu'ils étaient censés éponger. Mais il y a aussi des phénomènes de géo-ingénierie. Au Maroc, quelques semaines avant ce qui s'est passé en Espagne, ils ont utilisé intensivement la géo-ingénierie. Ils l'ont dit. Et d'ailleurs, les Espagnols ne sont pas du tout contents. D'abord pour des raisons très simples. La géo-ingénierie va créer des gros conflits. Hein, parce que ça s'appelle le vol de nuages, en fait. Parce qu'il n'y a pas de Enfin, je parle d'ensemencement. Le Maroc souffre de sécheresse. Donc, je parle d'ensemencement de nuages. C'est pas... Parce qu'il y a de multiples géo-ingénieries. Bien sûr. Il y en a pour faire le beau temps, l'autre pour faire de la pluie. Exactement. Il y en a pour empêcher la grêle. Empêcher la grêle, c'est vrai qu'en France, ça existe depuis des siècles. Pour les agriculteurs, ils ont des canons anti-grêle. Exactement, ça existe depuis très longtemps. Donc c'est rigolo quand même les gens qui nient cette réalité. C'est quand même comique. Et ça existe depuis toujours. Il y a des livres là-dessus. Les gens... la pratique au quotidien, les mecs ils te disent non. Alors le Maroc te dit oui, on fait on le fait. On fait de l'ensemencement de nuages. Le Dubaï, ils se sont pris une... Wouhou ben, eux, ils abusent. C'est tout dans l'excès. Donc ça, c'est factuel. Ça existe. Et pourtant, ils ont réussi à... Enfin, ils ont réussi. Je ne sais pas s'ils ont réussi, mais ils veulent nous traiter de complotistes, je ne sais quoi. Tous ceux qui lèvent la tête et qui voient des traînées de condensation hyper large, hyper persistante, sur des milliers de kilomètres, qui s'arrêtent d'un coup. Je viens d'en filmer 6 à Marseille, toutes parallèles, qui s'arrêtent d'un coup au Vieux-Port. Ouais. Je dis, c'est quoi c'est une blague. Ils sont passés où, les avions? Et qui opacifient le ciel au bout de quelques heures. Ah, au bout d'une heure, ça diminue je les voyais s'élargir. En fait, il y en avait 6. Et je les voyais, ils étaient séparés. Ils descendaient, ils s'élargissaient et ils se connectaient les uns aux autres, formant un nuage. Je l'ai filmé, un voile qui était artificiel, mais totalement artificiel. Et ce qui était le plus choquant, si tu arrives 2 heures après moi, tu le vois pas ça. Hein. Tu le vois pas parce que ça y est, tout est dilué et c'est très... voilà. Et ça finit où ça, à ton avis? Ça finit dans tes poumons, après ça finit sur le sol, après il y a la pluie qui tombe, ça finit dans les nappes phréatiques. Et surtout, ça dérègle le climat, puisque le climat est un système fermé, mais il n'y a pas de frontières entre les pays. Et dans le ciel, il suffit de changer chimiquement une partie du ciel et de l'atmosphère pour que ça modifie tous les équilibres. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est, pour moi, les chemtrails, les vrais chemtrails, pas l'ensemencement, etc., c'est influer les rayonnements de soleil. C'est augmenter, c'est vrai, c'est augmenter l'albédo terrestre pour qu'il y ait plus de rayonnements solaires qui repartent dans l'espace. Exactement. Donc, il y a 2 solutions. Soit on peint toutes les routes et les toits des maisons en blanc. Oui. Comme ça, au moins, c'est... Oui, mais c'est trop tard. Le soleil, il est déjà en bas, quoi. Soit on va mettre des particules dans le ciel pour que ces particules se réfléchissent. Exactement. C'est la solution dont parle beaucoup Bill Gates. Bill Gates a financé un projet à l'université d'Harvard, je crois, le projet Scopex, qui a été avorté en cours de route, mais on voit son intérêt et la direction des fonds, des financements. Il y a plusieurs ambassadeurs de ces techniques, David Kiss aux États-Unis, en France, Olivier Boucher. J'ai moi-même assisté à des conférences, des colloques organisés par le CNRS, avec la présence de représentants du ministère de la Recherche il y a 10 ans, donc officiels. Ils allaient parler. Alors pour eux, c'était encore hypothétique, mais soit, faisons croire que c'est encore une hypothèse de travail. C'est en tout cas des choses qui les intéressent. Mais il y a une conférence aux États-Unis officielle à l'ONU de 2006, il y a 18 ans, dans laquelle on voit une dame, Peterson, Madame Rosamund ou Rosalind Peterson, expliquer qu'il y a 50 projets d'ingénierie, de géo-ingénierie aux États-Unis, qu'il y a des projets gouvernementaux, des projets privés, etc. Et que le gros problème pour elle, c'était qu'il n'y avait aucune visibilité, aucune transparence, et que ça touchait l'agriculture. Pourquoi? Parce que tous ces produits dans l'espace, et en plus c'est que des produits toxiques, aluminium, barium, c'est que strontium, c'est que des métaux toxiques qui tuent les plantes, il y a plein d'arbres qui meurent, etc., qui changent
les équilibres entre champignons, bactéries, etc. Donc ça crée de graves problèmes et elle explique, en plus ça finit dans nos assiettes, dans notre eau, dans l'air. Enfin, il ne va pas disparaître. Hein. Il faut que les gens comprennent, c'est qu'on parle de millions de tonnes, hein, de produits. Alors, il y a des brevets qui ont été déposés. Ils existent, c'est officiel. Souvent, les gens qui s'intéressent à ça, ils montrent des photos de fûts qu'il y a dans les avions. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a des brevets de produits qui ont été mélangés au kérosène. C'est là où c'est difficile d'enquêter. Moi-même, qui essaye d'enquêter depuis des années là-dessus, il faut des moyens colossaux. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'informations pour croiser ce qui se raconte. Est-ce que c'est dans le kérosène? Est-ce que c'est dans les fûts? Est-ce que c'est d'autres avions qui peuvent éventuellement disperser ces produits-là? Est-ce que c'est par des ballons sondes? C'est très opaque, c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 Suisses qui ont fait un film documentaire qui s'appelle Overcast. Je vous invite à aller le voir. Je l'ai vu. Il est sorti il y a une dizaine d'années. Il est encore... Non. 8-9 ans. Il est encore sur Internet, je pense en accès libre sur YouTube. Overcast, 2 Suisses qui ont réussi à fabriquer, à aménager un Cessna, un petit avion. Ça leur a coûté quand même 100 000 €. Et à obtenir l'autorisation pour 2 vols. Après, le documentaire s'est arrêté de manière assez abrupte. C'est dommage. Pour pouvoir voler derrière une traînée d'avions civils et avoir tout le dispositif pour capter l'air extérieur et l'analyser dans l'avion. Ils ont fait 2 vols. Un où ils n'ont rien trouvé et un autre où ils ont trouvé du barium, du strontium et de l'aluminium. Et le documentaire se finit là. Malheureusement, ils n'avaient pas plus de moyens. Mais il y a beaucoup d'autres expériences qui ont été réalisées sur des bacs à sable d'enfants dans des parcs à Paris. On a trouvé tous ces produits chimiques. Il y a plein d'expériences. Aux États-Unis, il y a quand même à l'ONU, ils ont voté quand même des résolutions pour interdire la géo-ingénierie. Ça, c'est réel quand même. Ça a été voté. Donc si tu le votes, c'est que ça existe. C'est que c'est douteux, c'est que tu crains les répercussions, tu te dis oula, où on va avec ce business. Et ça peut devenir une arme militaire. Ben complètement, mais complètement. Si on rajoute avec ça HAARP, ça devient extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Hein. Et c'est vrai que pour c'est du métal qu'on jette, donc ça porte de l'énergie, c'est conducteur, c'est violentissime. Hein. Et pour ensuite créer le narratif pour justifier tous les événements qui arrivent de plus en plus fréquemment, le narratif religieux, du CO2, des conséquences de l'usage de nos voitures thermiques sur le dérèglement climatique et le réchauffement, tombe à point nommé. Et de toute façon, il saute à pieds joints sur n'importe quel événement. Il y a 30 ans, il y avait un événement climatique, je ne sais pas, il y avait Vaison-la-Romaine, il y a eu des inondations au début des années 90, on ne disait pas de réchauffement climatique. Il y avait D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y ait... Il y a l'association des climato-réalistes sur Twitter qui publie souvent des choses là-dessus, notamment pour Valence. Ils ont tout de suite publié les chiffres depuis 1900 sur les tempêtes, etc. dans la région. Eh bien, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. C'est stable. Non, voire il y en a moins, mais pas de beaucoup. C'est-à-dire que c'est du pipeau, en fait. Mais là, si on braque toutes les caméras, non, oui, c'est spectaculaire. En zoom. C'est même pas du zoom, c'est du microscope électronique à balayage. C'est du fois 1 million. Donc, bien sûr, c'est comme les feux de forêt. Alors là, j'ai découvert des petites merveilles sur les feux de forêt. Les feux de forêt, les gigafeux. D'abord, néologisme, gigafeux. Parce qu'avant, il y avait les micro-feux, maintenant, il y a les gigafeux. Bon. Et après, tu apprends que, chiffres officiels, documents officiels de l'Office des forêts européen, etc. 95% des feux, c'est des pyromanes. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est du pyromane. Deuxièmement, il y a je ne sais pas combien, en France c'est un scandale, mais il y a eu énormément de dégraissage sur le personnel de l'Office français des forêts, etc. Donc, il n'y a pas de prévention. Oui, on manque de moyens. Ça s'entretient une forêt. Évidemment. Les gens ne le savent pas, mais ça s'entretient. Exact. On coupe des trucs, on fait des barrages de bidules. C'est un boulot, mais réel. Donc, mais ça veut dire quoi? Il faut des bras et des machines. Il n'y en a pas. Voilà. Et pour couronner le tout, il
Il n'y a pas de Canadair dans ce pays. C'est vrai, on On est a allé 2 ou 3 emprunter Canadair. des Canadair aux pays voisins, mais c'est Voilà. pour la 5e, 6e puissance du monde. Voilà. On a dépensé 2 milliards par mois de tests Test PCR. géniques, là, même pas PCR, les jetables là qu'on faisait. Ah oui, les autotests. Les autotests, voilà. 2 milliards je me rappelle, c'était un mois d'octobre, novembre, 2 milliards en 30 jours. Et il y a eu plusieurs mois où on dépensait 1 milliard. Et on n'est pas capable d'acheter des Canadair. Alors moi, j'aimerais poser une question simple aux gens. Les amis, si tu veux éteindre un incendie, il faut balancer de l'eau dessus. Ou sinon, il faut attendre qu'il n'y ait plus d'arbres. Il va s'éteindre tout seul, là, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, il n'y a plus de forêt. Hein. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, en fait? Mais on a la même problématique avec les hôpitaux. Ils ont fermé les hôpitaux. Et après, ils disent que le virus est trop dangereux. Non, voilà. On manque de moyens. Exactement. D'ailleurs, bon, ils ont quand même assez bien instrumentalisé la chose, puisque les hôpitaux privés, eux, étaient disponibles. T'es vide. C'est totalement responsable. J'avais des amis qui travaillaient et disaient, écoute, on a tout préparé, il n'y a personne. Ouais. J'avais un ami, très bon ami dans le nord, vers Lille. Il m'a dit, on est très bien équipés, on attend. On attend, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ils n'ont pas été réquisitionnés. Le fameux plan blanc. C'est ça. Donc, mais on a aménagé des TGV pour parcourir toute la France, parce que c'est spectaculaire. Oui, bien sûr. L'hôpital de campagne, c'était ridicule. Ridicule. Et donc là, tu comprends assez rapidement que ça ne va pas, en fait. Et là, tu comprends aussi qu'on peut manipuler n'importe quoi. C'est comme les faits divers. De toute façon, l'information aujourd'hui, c'est des faits divers. Hein, Cyril Hanouna, il est dans le fait divers. Ils sont tous dans le fait divers. Il n'y a aucun traitement sérieux de l'information, un traitement profond, un traitement professionnel pour analyser les causes, les conséquences, où on va, que faire pour changer. Personne ne fait ce travail. C'est juste du sensationnalisme et c'est lamentable. Sauf que ça a des conséquences. Quand on nous explique, par exemple, la COP29 vient de finir. Je crois que c'est le Canard enchaîné qui a titré Fiasco 29, un fiasco total. Hein. Fiasco total. On nous demande, donc on donnait, le Nord donnait 100 milliards par an au Sud pour réaliser la bascule climatiste énergétique. Et là, ils demandent 1000 milliards. Et là, ils ont eu, je crois, 300 milliards. Et là, tu dis, mais les amis, quels milliards, en fait? On n'en a pas, nous. Là, il y a le gouvernement qui risque de tomber, il y a une censure, il y a une motion de censure, il y a bidule, tout ça. Pour 60 milliards, c'est-à-dire on n'a pas 60 milliards, on est en train de parler de déremboursement des médicaments, des consultations 5%, on désindexe les retraites des vieux qui vont encore crever la dalle. La situation est dramatique et on nous dit qu'on va filer des milliards à l'Ukraine, 300 milliards à l'Ukraine. 300 milliards qu'il faut trouver pour débloquer pour le Sud, pour le bidule climatique à 2 balles. Donc, je pose une question simple. D'où vient ce pognon? De quel argent il parle? Cet argent n'existe pas. On a 3200 milliards d'euros de dette. Les États-Unis sont à 34 000 milliards de dollars de dette. Je veux comprendre. Je sais pas. Il y a un vrai problème. Et ça, les gens ne se... Il n'y a pas besoin d'aller loin, en fait. Tu comprends très vite que c'est une douille. Il y a quelque chose de mensonger. Ce n'est construit sur rien. Tout le business... Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est comme les agriculteurs qui ont été corrompus par les subventions de l'Europe et qui se sont dit, bon, ça va, tant qu'ils nous font un gros chèque, ça passe. Ouais, mais ils sont dépendants. Ils sont dépendants, ils sont morts. Ils les ont tués. En 10 ans, on en a perdu 100 000. Encore, ils se sont fait... esquinté. Et là, c'est exactement la même chose avec l'escroquerie climatiste. C'est que c'est du communisme, c'est un business à coût de subventions, à coût de centaines de milliards en subventions publiques. Sans cet argent, ça n'existe pas. Les fermes photovoltaïques n'existeraient pas. Je ne parle même pas de l'éolien. Ça n'existe pas, ça n'existerait pas. Donc, les véhicules électriques, on l'a vu, ils ont baissé un peu l'aide de l'État. Mais sans cette aide de l'État, ils n'en vendraient pas. Okay. Donc, je suis désolé, c'est pas du business, ça. Ça, c'est du communisme. C'est vraiment l'argent magique, l'argent facile. Mais ça va finir... D'abord, ça nous coûte très, très cher. Qui paye? C'est nous, in fine, ça va être les marchés, après, qui vont nous taper dessus, qui vont nous mettre des taux d'intérêt à 8% et qui vont nous dégrader. En plus, ils nous menacent
des guignols comme les Standard & Poor's ou Moody's, etc., qui se moquent de nous en nous menaçant de dégrader la note, c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Et là, tu comprends que ça ne pourra que s'effondrer. D'ailleurs, ça s'effondre. Il y a le plus grand géant du photovoltaïque aux États-Unis s'est effondré. Le belgo-hollandais, je crois, s'est effondré. Le éolien. D'ailleurs, le projet en Bretagne de photovoltaïque flottant, il a été annulé. Northvolt, faillite. Oui. Donc, il y a plein... Et d'ailleurs, il y a un sondage, ça c'est pour finir sur une note positive. Dernier sondage, il n'y a que 30% des Français qui croient à leur escroquerie, à leur montage. 70% n'y croient pas, en fait. Du coup, c'est quoi la porte de sortie à tout ça? Toi qui, du coup, a écrit cet ouvrage, qu'est-ce que tu imagines pour le citoyen comme clé, comme solution pour pas se faire avoir, peut-être, ne pas tomber dans le narratif, très bien, c'est une première chose. Mais ensuite, quelles clés avons-nous à notre disposition pour éviter de voir notre pays sombrer? Le problème, c'est que ces choix économiques, donc industriels, c'est lié, nous mettent en danger. Vraiment, ils nous mettent en danger. Parce que, je ne sais pas, quelqu'un qui a une entreprise qui s'amuse à acheter de l'électrique, après qui ne pourra plus utiliser son véhicule, alors qu'il doit travailler, ça le met en danger, en véritable danger. Quand tu dois faire des trajets pour aller au boulot, les enfants, les courses, dans une après-midi, tu peux régler tout ça en 4-5 heures, tu règles tout ça en faisant 5-6 déplacements parce que tu as un véhicule thermique, après il te faut 3 jours pour le faire. Attention, tu as une chute de productivité, mais catastrophique. Pourquoi pas, à la rigueur, on me dira pourquoi pas, parce que il va falloir... moi, je suis plutôt pro-décroissance que croissance à l'infini. Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Parce qu'on ne vient jamais questionner nos systèmes productivistes. Ben oui, complètement. Parce que finalement, ils sont intrinsèquement liés. Tout est lié. Et au lieu de questionner le productivisme, le capitalisme, cette croissance à l'infini, on va plutôt essayer de mettre de l'électrique, alors que finalement, le problème, il va se perpétuer à travers un autre mode. Ben complètement. De toute façon, c'est toujours plus. Il faut toujours vendre plus. Non, c'est greed is good. C'est le système. C'est la bourse, l'argent, les dividendes. C'est catastrophique. Sauf que là, ces choix-là nous mettent en danger. Notamment, là, actuellement, avec l'Allemagne, sur l'électrique. C'est très grave. Parce que les Allemands ont renoncé à leur nucléaire, ils dépendent de nous. Et maintenant, ils ne veulent pas qu'on sorte du marché européen. L'Espagne et le Portugal l'ont fait. Ils ont du mégawattheure à 45 €. Nous, on le paye 500. Donc, ça détruit des entreprises entières. On le voit actuellement. Les usines sont en train de faire faillite, etc. Il y a je ne sais plus combien de centaines de milliers de chômeurs. Donc là, il faut quand même se réveiller. Pour se réveiller à cette réalité, ce n'est pas compliqué. Il faut s'instruire. Il faut lire des livres, il faut voir des vidéos, des conférences, des interviews, il faut se renseigner parce que le savoir c'est la lumière et l'ignorance c'est les ténèbres. Et après on ne peut pas forcer les gens à se réveiller. Je pense qu'ils seront obligés à un moment donné, là on l'a vu, il y avait un recul, il y a des gens qui ont regretté le véhicule électrique. Oui, d'ailleurs le marché se casse la gueule en France. Le marché se casse la gueule, ça coûte trop cher, il y a un effondrement du marché du véhicule électrique d'occasion. Tout simplement parce que les mecs, ils ont acheté un véhicule à 300 km, maintenant c'est que du 600. Il y a plein d'options qui sortent en Chine, des véhicules moins chers que le tout option allemand ou français. On se met dans la main des Chinois, parce qu'eux, ils sont en avance. Tout est dans la main des Chinois. Et Northvolt, ça part en Chine. Et puis même, pour les terres rares, pour fabriquer toutes ces batteries, c'est que les Chinois qui la vendent, les terres rares. Ah ben, ils détiennent le marché du cobalt et des terres rares en Afrique. C'est les Chinois. Et ils sont sans pitié, Il y a des documentaires là-dessus. Sincèrement, c'est une horreur. Les enfants, comme ils sont maltraités. Rien que ça, on va avoir un retour de karma pour ça, pour toute cette souffrance. Je le souhaite à personne. Mais je vous jure qu'on va souffrir autant qu'eux. Il va y avoir un rééquilibrage du karma. C'est comme ça. C'est le cosmos, c'est l'univers. On y croit, on n'y croit pas, c'est votre problème, mais moi j'y crois. Donc non, là c'est trop. Là tout ce qui se... En plus on nous vend ça avec la vignette verte écolo et tout, c'est insupportable. On fait trop de mal, franchement. Donc voilà, il faut s'instruire. C'est pour ça que j'essaye de... Voilà, j'ai écrit ce livre pour résumer
la question en quelques 200 pages, 215 pages, avec beaucoup d'annexes. Il y a beaucoup d'annexes, beaucoup de schémas, d'infographies. Oui. Je pense que c'est une base de travail assez importante, intéressante pour pouvoir parler de ce sujet de manière plus ou moins exhaustive. Et après, prendre une décision. Est-ce que je vais acheter tel truc? Est-ce que je vais me faire par exemple, une installation photovoltaïque en passant par le circuit normal, c'est 18 000, 20 000 euros et ça ne sert strictement à rien en fait. Alors que tu le fais toi-même, ça te coûte 3 000 balles. Voilà. Donc, l'autonomie. C'est la clé, l'autonomie individuelle. Ça peut être intéressant. Maintenant, faire un crédit, payer 18 000 balles, ce qui vaut 3 000, parce que ça aussi, il faut le savoir. Il y a plein de trucs qu'il faut savoir. La nuit, il n'y a pas de jus sur le photovoltaïque. Il faut en être conscient de ça. Donc, tu ne te chauffes pas, tu n'éclaires pas, il n'y a pas, c'est zéro jus. Les gens ne sont pas conscients, ça s'appelle une énergie intermittente. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité de l'éolienne. Et des fois, on le voit sur les champs, il y a les éoliennes, elles sont à l'arrêt. Parce qu'il n'y a pas de vent. Donc c'est dramatique. Alors que, en plus, il faut ajouter à cela, ça c'est le b.a.-ba, c'est vraiment le b.a.-ba de l'étude de cette problématique, c'est que l'énergie ne se stocke pas. L'électricité ne stocke pas. C'est pour ça qu'il y a le tarif de nuit et le tarif de jour. Il y a comme des solutions, mais qui ne sont pas exploitées industriellement, mais qui existent pour stocker efficacement cette énergie. Et elles sont toutes sapées. Je me souviens d'un rapport de l'ADEME, notre fameuse agence de l'environnement, qu'on paye avec nos impôts, qui a fait un super rapport en 2015, quelques mois avant la COP21, rapport qui a dû être fuité par Mediapart. Ça a fait silence radio total. Heureusement que Mediapart a sorti ce rapport. Et ce rapport, il montrait que l'ADEME avait bossé pendant des années à construire un projet de mix électrique français 100% renouvelable, pas plus cher que le nucléaire, parce que c'était l'argument, d'ici 2050. Et bien où est-ce qu'il est tombé ce rapport? Dans un tiroir. Et l'un des co-auteurs de ce rapport m'a dit en off que l'EDF m'a fait sous-entendre, était derrière et n'avait pas forcément appuyé ce projet. Et on voit que les projets de stockage de l'énergie des productions intermittentes existent, que les différentes productions intermittentes, éolien, géothermique, photovoltaïque, etc., existent ne sont pas utilisées. Et s'il y avait un projet industriel poussé par l'État, tous ces projets-là pourraient voir le jour. Moi je pense que c'est tout à fait faisable, mais c'est toujours pareil. C'est comme l'hydroxychloroquine, c'est pas brevetable, ça rapporte rien. Ça rapportera rien à ceux qui maîtrisent aujourd'hui les monopoles. Et j'irai même un peu plus loin, c'est mon côté un petit peu spirituel. Si ça détruit pas assez, si ça fait pas de la casse, si ça fait pas souffrir, tiens, ils prennent pas. Voilà. Si c'est propre, si c'est équilibré, si c'est juste, non. Voilà. Il y a quelque chose quand même qui est tu prends 10 chantiers, il y en a 9 qui sont excellents, il y en a un qui est catastrophique, systématiquement ils prennent le 10e. Là tu te dis bon, OK, il y a une volonté d'accélérer le chaos. Exactement. En tout cas, ça va pousser les gens à être de plus en plus autonomes, j'espère intellectuellement d'abord, et ensuite énergétiquement et dans l'alimentation, c'est de prendre ses responsabilités et de sortir des réseaux, des monopoles et de revenir au local finalement. Toutes les solutions. La plus grande économie d'énergie, c'est le local. Le Mercosur, on veut nous faire bouffer des trucs de 10 000 km. Du Chili. Après, au même moment, il y a la COP 29. Mais c'est pas possible, les deux sont contradictoires. Et tu as les gouvernements qui t'envoient une délégation pour les deux. Mais c'est une blague. C'est ça. C'est une blague, c'est insultant. C'est un cirque, un peu comme cette couverture si bien faite, mais qui montre un jeu vidéo dans lequel on est, mais finalement, sur lequel il faut vraiment s'intéresser parce que ça nous concerne tous. Climat de terror, donc aux éditions Fiat Lux. Merci beaucoup Salim pour cet échange. C'est moi qui te remercie pour cette invitation et voilà, merci à tous vos auditeurs et bravo, bonne continuation pour Nexus que je lis depuis au moins 20 ans. Hein. Ça fait 25 ans qu'il existe. 25 ans, voilà, depuis que je me souviens. Franchement, je rate rarement les numéros. Dès que je passe, c'est mensuel. Hein. Bimestriel, en kiosque. Ah, c'est bimestriel, oui. Tous les 2 mois. Il était mensuel. Pas du tout. J'aimerais bien. Non, sérieux?
Mais ça passe vite, c'est pour ça. Non, j'étais sûr qu'il était mensuel. Un jour peut-être. Ouais. Pourquoi? Ouais, ça si on a les moyens, voilà, je pense qu'il y a tellement à dire qu'on pourrait en faire un hebdo. Hein. Franchement, c'est un excellent travail. Je tenais à féliciter toute l'équipe parce que il y a des dossiers très documentés. Voilà, c'est pas la petite colonne. C'est des gros articles, des gros fouillés, papiers, un peu comme ton livre, avec beaucoup de sources, beaucoup d'annexes, pour que les gens puissent ensuite derrière se faire leur propre recherche, leur propre opinion et être, encore une fois, libre et autonome. Exactement. Et on force personne d'ailleurs. Merci beaucoup Salim, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le pouvez. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Nous sommes en kiosque et disponible sur nexus.fr. Merci et à bientôt.